Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mardi 26 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La problématique du dopage dans le monde sportif, des policiers experts en stupéfiants partagent leur expérience pendant une semaine. Plus de 600 000 cas de Zika auraient été détectés en Colombie. Au Salvador, le gouvernement recommande aux femmes de ne pas tomber enceintes. La patinoire de Jarry a ouvert ses portes au grand public il y a quelques semaines, 500 mètres carrés de glissade, reportage en fin d'édition. Le journal Aurélie Ronze. On va commencer avec l'actualité sociale. Les enseignants étaient de nouveau mobilisés aujourd'hui pour protester notamment contre les suppressions de postes. Selon le rectorat, ce mouvement a été suivi aujourd'hui par 10,50% des enseignants du premier degré, 37,60% des enseignants du second degré et 14,70% des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé. Les syndicats qui avaient rendez-vous en préfecture en milieu de matinée, après plusieurs heures de discussion, ils ont finalement signé un protocole de suspension de grève. Et pour en parler plus en détail, Ronnie Versin du syndicat SE-UNSA est sur notre plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors si tous les syndicats ont signé ce protocole de suspension de grève, est-ce que cela veut dire que des solutions ont été trouvées ? Donc d'abord, si vous le permettez, je souhaiterais remercier l'ensemble des enseignants et des personnels qui se sont mobilisés durant ces 2 jours de grève, notamment ceux qui sont descendus à la préfecture de Basse-Terre et qui sont restés mobilisés jusqu'au bout des négociations. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons signé un relevé de décision avec le préfet et le recteur en présence des représentants des collectivités de la région et du département pour trouver une issue favorable à cette mobilisation. Donc c'est une simple suspension qui va nous permettre de travailler sur des données bien précises. Les suppressions de postes sont toujours d'actualité ? Alors, il faut savoir que les suppressions de postes sont toujours d'actualité. Le recteur et le ministère ne veulent pas désavouer une décision qui a été prise en amont. Il s'agissait pour nous aujourd'hui de trouver une stratégie pour revenir sur ces suppressions de postes. La stratégie que nous avons trouvée, c'est un engagement du recteur pour, à la rentrée 2016, s'il y a des situations de création de postes où d'habitude il créait ce qu'on appelle des emplois des ETP, donc à partir de ce moment-là qui sont des créations provisoires, nous allons demander et il s'est engagé à ce que ces créations soient des créations définitives. Alors donc ce mouvement est pour l'instant suspendu, donc demain tout va rentrer dans l'ordre, mais j'imagine donc que c'est un mouvement qui va avoir une suite justement dans les prochaines semaines. Que va-t-il se passer ? Alors bien entendu le mouvement est suspendu, donc nous demandons aux collègues de rester mobilisés, notamment dans les établissements du second degré où nous appelons les collègues qui siègent dans les conseils d'administration de voter contre les DAG. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons continuer à travailler avec l'administration. Ce travail, nous allons le faire à travers des groupes de travail, à travers des séances qui s'inscrivent dans le cadre du Conseil de l'éducation nationale. Pour nous, il s'agit de mettre à plat des critères qui ont permis au ministère d'attribuer des dotations à cette académie. Aujourd'hui, au regard des documents qui nous ont été fournis par le ministère, on constate très bien qu'il y a des données, notamment les données concernant tout ce qui est économie et sociale, qui ne correspondent pas à la réalité de cette académie. Justement, il y avait une sorte de guerre de chiffres par rapport à la baisse démographique annoncée par le recteur. Or, vous, syndicats, vous dites que non, il n'y a pas de baisse démographique. Alors, si, concernant la baisse démographique, il est clair, nous n'allons pas le contester, il y a une certaine baisse démographique. Après, ce que nous contestons, c'est cette baisse des effectifs des élèves. Pour l'instant, le ministère annonce 1920. Nous, au regard de la situation, nous sommes sur le terrain. Nous avons des chiffres, nous arrivons à 1400. Et lorsqu'on sait que c'est un élément prégnant que met en avant le ministère, nous disons qu'il faut réévaluer les choses. Et d'ailleurs, ce sera l'objectif numéro 1 de ce premier groupe de travail où on va réévaluer les choses, c'est-à-dire il va falloir que la préfecture, que les rectorats, qu'ils se mettent en phase sur les données pour qu'on puisse arriver à des chiffres qui correspondent à cette réalité. À côté de cela, il y a aussi la situation sociale
qu'il faut prendre en compte. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une académie et dans un département qui présente près de 23% de chômage. Donc, on ne peut pas considérer que la Guadeloupe ait une notation minorée à ce niveau-là. Donc, il faut continuer puisque ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la réussite scolaire des élèves, mais aussi la réussite sociale des élèves qui demain seront les acteurs de l'avenir de ce pays. Une dernière question, vous vous êtes donné une date pour refaire le point? Donc nous allons commencer à travailler de ce jeudi, dès jeudi prochain, donc à 17h au rectorat, donc jeudi 28 janvier. Donc la date butoir, c'est un conseil de l'éducation nationale qui se tiendra durant la première quinzaine du mois de mars pour, d'une part, faire le point sur le résultat de nos travaux et d'autre part, valider ces travaux pour pouvoir les envoyer au ministère. Parce qu'il est essentiel pour nous aujourd'hui que le ministère ait véritablement les données qui correspondent à la réalité de cette académie, puisque nous nous sommes rendus compte qu'il y a une méconnaissance de cette académie, notamment concernant la ruralité. Il faut savoir qu'au niveau des données qui ont été présentées, aucun critère de ruralité n'a été retenu, sachant que nous avons la Désirade, Marie-Galante, les Saintes, qui sont des zones rurales. Donc il faudra en tenir compte dans les appréciations du ministère. Merci René Versin d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire général du premier degré au sein du syndicat SE-UNSA. On va parler d'un tout autre sujet maintenant avec le dopage qui est au cœur d'une série de rendez-vous cette semaine en Guadeloupe. Au CREPS, des policiers spécialisés dans les contrôles antidopage sont présents pour informer mais aussi former le monde sportif. Le reportage d'Éric Pommier. Le navigateur Victor Jean-Noël est ici en séance de réflexion et d'échange avec d'autres acteurs du monde sportif pour évoquer la problématique du dopage, du moins soulever les questions qui interpellent. Le dopage, un phénomène qui s'est généralisé au fil du temps. Il s'agit tout simplement d'informer et de protéger notre jeunesse contre il faut vraiment lutter contre le dopage parce que les conséquences sur la santé de la population, parce que les jeunes qui deviendront des adultes, on ne sait pas du tout quelles sont les conséquences à long terme. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut éduquer les jeunes et il faut qu'ils se protègent parce que c'est vraiment un problème de santé publique au-delà de l'honnêteté de gagner une compétition dans des conditions pas très recommandables. Philippe Barrault et David Gradel sont des policiers experts en stupéfiants. En mission en Guadeloupe pendant une semaine, ils sont venus informer essentiellement les cadres sportifs. Le dopage constitue en effet un danger pour la santé du sportif. L'information, bien évidemment, va être le premier outil de la prévention. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait que beaucoup de jeunes, beaucoup de moins jeunes sont confrontés directement ou indirectement à la problématique du dopage, qui est une problématique de santé publique, sans pour autant en fait avoir des informations nécessaires à une approche en fait éclairée. Et oui, donc les informer, les prévenir et les éloigner au maximum donc, de ces conduites à risque est quelque chose de relativement important, bien évidemment. En tout cas, c'est pas l'affaire de simplement des médecins ou des policiers ou des juges ou des douaniers. C'est l'affaire des encadrants sportifs, c'est l'affaire des parents. C'est-à-dire qu'un jeune qui est confronté à une situation de performance doit avoir de la part des gens qui l'entourent un certain nombre d'indicateurs, notamment ce que l'adulte en pense, ce que l'encadrant en pense. L'adulte doit fixer des limites, c'est un peu une sorte d'étoile polaire. Donc pour le jeune, c'est la première des préventions, c'est une prévention de proximité, pas forcément une prévention institutionnelle. Okay. Le dopage doit être l'affaire de tous. Plusieurs journées de prévention du dopage et des conduites dopantes sont programmées. Vendredi matin à la Cité des métiers, public concerné, les élèves de la Cité scolaire d'excellence sportive du CREPS. Se tiendra également une conférence à l'université de 14h à 17h. Elle est ouverte au grand public. Un coup de gueule à présent, celui du collectif de défense mobile. Depuis quelques jours, il dénonce la mauvaise gestion des responsables de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Pour le collectif, cette mauvaise gestion serait à l'origine de l'augmentation des impôts. On fait le point avec Karine Gielman. La situation financière de la CANBT, les communes du Nord-Basse-Terre, en cause dans la hausse des impôts. Celle-ci, en effet, est sous tutelle de la Cour des comptes, une augmentation significative. Pour la taxe foncière, 12,4%. Pour la taxe d'habitation, 11%. Pour la taxe des ordures ménagères, 11,04%. Alors, c'est pas une hausse qui n'a pas été annoncée. Le problème, c'est qu'il manque 3 millions dans les caisses.
Aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas normal que la population paye. Aujourd'hui, nous avons essayé de savoir et nous avons vu que, on prend 3 exemples, il y a eu la construction du hall des sports de Goyave qui a été budgétisé à 3 millions. Eh bien, ça s'est terminé à 5 millions. Aujourd'hui, nous avons vu la piscine de Petit-Bourg qui était budgétisée à 2 millions 4 à peu près et ça s'est terminé à 4 millions. Donc aujourd'hui, nous avons la base nautique de Sainte-Rose qui est budgétisée à 1,3 million. Eh bien, nous avons vu en finalité que ça a terminé à 2 millions 2 millions 1 à peu près. Aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas normal, qu'on accepte effectivement des surplus qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on demande à la population de payer alors que nous sommes sûrs qu'il y a effectivement des problèmes par rapport à cette gestion de fait. Le collectif de défense mobile a déjà mis en place une campagne d'information, distribution de tracts, mais aussi meeting afin de sensibiliser la population. Alors, en gros, ils ont jusqu'à février. Mais nous n'allons pas attendre effectivement février. Ce que nous voulons effectivement, c'est ne pas accepter cette augmentation. Maintenant, c'est aux représentants de l'État. Maintenant, c'est au président de la communauté d'agglo. Maintenant, c'est au maire effectivement de nous dire quelle décision qu'on prend pour qu'on puisse effectivement permettre à ce que les populations du Nord-Bastère puissent ne pas payer, toujours payer lorsque nous constatons surtout qu'il y a eu une gestion un peu facile, quoi. Une mauvaise gestion que le collectif n'entend donc pas laisser passer. Et malgré nos sollicitations, le président de l'ACNBT n'a pas souhaité nous répondre sur ce dossier. Il sera question de santé dans les prochaines secondes. Dans notre tour d'horizon de l'actualité, dans notre grande région de la Caraïbe, le Zika est présent dans de nombreux pays et certains pays ont même annoncé des mesures spéciales. Voici la Minute Caraïbe. Aujourd'hui, c'est un spécial Zika que nous vous présentons dans Caraïbes en raison de l'épidémie qui se répand rapidement dans notre région. Le ministre de la Santé, Alejandro Gaviria, prévoit que 600 000 personnes seront touchées par le virus Zika en Colombie, second pays le plus touché des Amériques juste après le Brésil, qui lui compte plus d'1 million de cas suspects. Les autorités sanitaires de Colombie ont à ce jour placé sous surveillance médicale 560 femmes enceintes qui sont les plus vulnérables à ce virus propagé par des moustiques du genre Aedes et peuvent provoquer des malformations graves, notamment une microcéphalie, voire la mort du fœtus. À ce jour, 106 enfants sont nés en Colombie de mères contaminées, dont 30 souffrant d'altérations neurologiques, mais ce sont 450 à 600 cas de microcéphalie qui sont estimés sur les petits Colombiens. Les États-Unis, qui ont annoncé mercredi avoir enregistré 3 cas en Floride chez des personnes ayant récemment voyagé en Amérique latine, ont appelé la semaine passée les femmes enceintes à éviter de se rendre en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Alors que le gouvernement colombien recommande aux femmes de ne pas tomber enceintes dans les prochains mois, le gouvernement salvadorien a recommandé pour sa part que toutes les femmes dans l'ensemble du pays évitent de tomber enceintes pour les 2 prochaines années. Cette recommandation extrême a été faite comme une tentative d'empêcher les malformations cérébrales chez les enfants dues au virus Zika. Pour le moment, au Salvador, aucune femme enceinte n'a contracté la maladie et aucun bébé n'a été touché. Mais le pays est entouré de pays à risque et suite aux fortes recommandations des États-Unis à ses concitoyens de limiter leurs déplacements en Amérique latine et dans les Caraïbes, le Salvador a souhaité prendre des mesures fortes pour protéger sa population et son tourisme. Les 14 pays touchés par le virus sont le Salvador, la Colombie, le Brésil, la Guyane française, le Guatemala, Haïti, Honduras, la Martinique, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Suriname, le Venezuela et Porto Rico. L'équipe du laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur de la Guyane vient d'établir la séquence génétique complète de la souche virale du moustique infectieux. Publiée aujourd'hui dans la revue The Lancet, l'analyse de ce génome montre qu'il s'agit d'un lignage asiatique qui présente plus de 99% de ressemblance avec la souche responsable de l'épidémie en Polynésie française en 2013. C'est une première et une grande fierté pour les chercheurs guyanais. En effet, l'obtention de la séquence complète du virus est un point de départ important pour mieux comprendre l'évolution de son comportement. Alors que l'infection était considérée jusqu'à récemment comme bénigne, l'épidémie de virus Zika, qui a sévi en 2013-2014 en Polynésie française et dans le Pacifique, s'est accompagnée d'une augmentation de complications neurologiques sévères. Au Brésil, l'augmentation très significative du nombre de microcéphalies chez des fœtus a contraint le gouvernement à déclarer l'état d'urgence sanitaire en décembre 2015. Compte tenu de l'expansion très rapide du virus Zika, l'Institut Pasteur de la Guyane reste fortement mobilisé dans la surveillance épidémiologique en partenariat avec les autorités de santé et le réseau international des Instituts Pasteur.
D'autres études complémentaires sont en cours, notamment celles relatives à la résistance du virus aux insecticides. Retour en Guadeloupe avec ce séminaire anti-Guyane sur le chien de détection. Il avait lieu aujourd'hui au domaine canin, aux Abîmes. Le chien de détection permet notamment de lutter contre le trafic et les nouvelles formes de terrorisme. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Le chien de détection a son séminaire. Premier du genre, ce séminaire anti-Guyane, organisé par le domaine canin, proposait aux différents corps de métier présents plusieurs conférences autour de ces nouvelles compétences canines. On parle aujourd'hui en tout premier lieu par rapport aux activités évidemment de tout ce qui concerne les attentats terroristes. Donc là on a besoin du chien absolument parce que c'est l'outil le plus performant que nous ayons aujourd'hui pour faire la détection donc des matières explosives et des armes. Le chien de détection peut aussi servir à bien d'autres choses, comme à la recherche de personnes disparues, de cadavres, voire même de parasites sur les collectivités, sur les matelas contaminés, des choses comme ça. Donc il y a un champ d'application qui est absolument énorme. L'essentiel de cette méthode, en fait, c'est de pouvoir vraiment entretenir le travail et la mise en œuvre de l'apprentissage du chien de détection, parce que même s'il a un très bon flair à la naissance, le chien il a besoin de travailler, d'apprendre son boulot. Et la méthode SOX permet d'entretenir et de démarrer ce travail avec des matériaux qui ne sont pas illicites et qui donc peuvent devenir beaucoup plus pratiques à l'usage. Le chien Wapperwake qui vient des États-Unis, c'est une spécialité relativement nouvelle qui offre la possibilité d'avoir un chien qui peut détecter par exemple une matière explosive dans un sac sur une personne qui se déplacerait dans la foule. Jérôme Fraîche, représentant mondial de la méthode SOX, explique justement au cours de ce séminaire le procédé utilisé. Oui, alors le conditionnement sur microparticules SOX, ce sont en fait des molécules réelles des produits qui nous intéressent, qui ont été greffées sur un petit support qui permet de faire mémoriser les odeurs aux chiens. Seulement sur ce support, on en a mis en quantité très faible, suffisamment pour être détectable par les chiens, mais trop peu pour être soumis à des réglementations ou être dangereux pour l'environnement ou quoi que ce soit d'autre. Thierry Lameau, vétérinaire militaire depuis une vingtaine d'années, a apporté son expertise scientifique cet après-midi. L'intervention aujourd'hui consistait plus à poser les bases, on va dire, entre guillemets, des fondements scientifiques de l'olfaction du chien, puisque en fait, il est de plus en plus utilisé de nos jours dans des domaines divers et variés, bon, le plus connu étant effectivement explosif, stupéfiant, voilà. Et le deuxième objectif aussi, c'était aussi d'ouvrir un petit peu le débat pour les professionnels qui sont présents sur les nouvelles techniques de dressage, parce que ça évolue, le monde canin évolue, et donc les nouvelles utilisations, entre guillemets, qui intéressent les administrations. Le chien de détection devient donc un enjeu majeur, notamment dans la lutte contre le trafic et les nouvelles formes de terrorisme. Il faut compter 3 à 5 jours pour que le chien mémorise l'ensemble des odeurs et devienne ainsi un atout de prévention et de dissuasion pour les forces de sécurité publique. On passe au sport avec le futsal. La sélection de Guadeloupe affronte ce soir l'équipe de Trinidad dans le cadre du tournoi de la Caraïbe qui se déroule à la Havane. Il s'agit de la petite finale du tournoi pour la 3e place, mais plus important, ce match est qualificatif pour le tournoi CONCACAF de futsal. En tennis, le Guadeloupéen Gaël Monfils disputera lui la nuit prochaine son match comptant pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. Il sera face au Canadien Milos Raonic. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés lors d'un tournoi du Grand Chelem. Notez que c'est une affiche que l'on risque fortement de voir lors du premier tour de la Coupe Davis qui aura lieu, je vous le rappelle, du 4 au 6 mars prochain à Baie-Mahault. Une idée de loisir à présent, la patinoire de Jarry a ouvert ses portes au public il y a maintenant quelques semaines, 500 mètres carrés où vous pouvez vous essayer aux joies du patinage. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Vous adonnez aux joies du patin à glace sans quitter la Guadeloupe? Vous en rêviez? Eh bien, le Palais des Glaces l'a fait. Après 6 mois de mise en œuvre et de nombreux réglages pour offrir des conditions optimales aux patineurs, le complexe est prêt à accueillir le public. On est parti sur une base où on veut une patinoire définitive pour pouvoir former bien sûr Guadeloupe, terre de, comment on dit, de sportifs. Hein. Donc en former de nouveau, faire des équipes de hockey sur glace. Donc pour ça il fallait une glace pour l'année. Donc des réglages. Beaucoup de réglages. C'est pour ça que malheureusement on n'avait pas pu ouvrir en août et qu'on a tout basculé sur le mois de janvier. C'était pour les réglages, c'est-à-dire que la glace existe depuis longtemps, mais on n'a pas voulu faire les personnes patiner sur une glace qui n'était pas sûre de rester, pour ne pas avoir de déception. Passionné avant tout, Thierry patine depuis l'âge de 6 ans, tout comme Kélia.
Cette patinoire, il l'attendait donc avec impatience. L'idée existe de quelqu'un, de grand homme qui a toujours fait ça en Guadeloupe. Ensuite, c'est un homme pour qui j'ai travaillé quand moi j'avais 14 ans et on s'est rencontrés de grand hasard à Jarry. Il m'a dit qu'il ouvrait une patinoire et je lui ai dit on le fera ensemble et on formera une grosse équipe avec l'expérience et la jeunesse et ça donne ça. Je suis contente parce que j'avais pas envie de partir de France parce qu'il n'y en avait pas en Guadeloupe. Je voulais continuer en métropole. Pour son premier gros événement, le Palais des Glaces accueillera la troupe officielle de la Reine des Neiges pour 10 représentations. En outre, la patinoire est ouverte au public de 10h à 21h si vous aussi, vous avez envie de caresser la glace en plein cœur de Jarry. Avant de se quitter, on va faire un point sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Comme vous le voyez sur cette carte, le ciel sera assez chargé. Des nuages qui laisseront tout de même passer quelques éclaircies. Entre 24 et 26 degrés, c'est ce que nous indiquera le mercure demain matin. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport, suivi du journal de TF1, d'une météo plus détaillée de votre région et puis votre soirée sur Alizé. Ce sera un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.